Bonjour à tous, je suis Amir Zouagui, PH de Ritmo, et je vais vous parler dans ce topo de l'intérêt de la surveillance continue par des dispositifs d'enregistrement dans le cadre des syncopes inexpliquées et des AVC cryptogéniques. Alors qu'est-ce qu'une syncope? Une syncope par définition, c'est une perte de connaissance transitoire qui est secondaire à une hypoperfusion cérébrale globale. Classiquement, cette syncope, c'est une perte de connaissance de survenue brutale, de courte durée, avec une reprise de conscience spontanée, rapide. Alors, toutes les pertes de connaissances transitoires ou TLEC en anglais ne sont évidemment pas de la syncope et il faut donc œuvrer au départ à éliminer les autres diagnostics avant de parler de syncope. Donc, les pertes de connaissances dues à un traumatisme crânien, vous en doutez, ne sont pas des syncopes, mais en pratique, il est rarement facile de savoir si les patients ils ont perdu connaissance à la suite d'un traumatisme crânien ou justement s'ils ont eu un traumatisme crânien parce qu'ils ont perdu connaissance, ce qui arrive fréquemment sur des vraies syncopes. Quand on sort des pertes de connaissances traumatiques, les diagnostics différentiels qui restent, c'est les crises épileptiques, les épisodes psychogènes et quelques causes rares dont on ne va pas parler ici. Autre manière de le présenter, ici en français, via des recommandations professionnelles de l'HAS. Donc une syncope, par définition, on l'a dit, c'est une perte de connaissance et tout ce qui n'est pas perte de connaissance ne fait pas partie du cadre nosologique de la syncope, comme les cataplexies ou les causes psychogènes. Et ensuite, on a vu le distinguo tout à l'heure avec les causes syncopales et les causes non syncopales, avec notamment l'épilepsie comme possible cause de perte de connaissance non syncopale. Alors, pourquoi c'est aussi important de s'intéresser aux syncopes? D'une part, c'est relativement fréquent et il y a une étude française du milieu des années 2000 qui a retrouvé qu'environ un patient sur 100 qui consultait aux urgences consulte pour une syncope, ce qui est loin d'être anodin. Et surtout, si on s'intéresse aux syncopes, c'est parce que c'est un événement qui est grave. Alors, c'est grave d'une part à cause des conséquences de la syncope, et notamment des conséquences traumatiques des syncopes, avec régulièrement des traumatismes crâniens ou des fractures, et c'est d'autant plus embêtant que les syncopes, en l'absence de prise en charge thérapeutique adaptée, elles ont tendance à récidiver, puisque environ un tiers des patients récidivent sur un délai de 2 ans environ. Et enfin, la gravité de la syncope, elle dépend surtout de l'étiologie de cette syncope, et comme on va le voir tout de suite après, un certain nombre de syncopes est secondaire à des causes cardiologiques, ce qui veut dire, autrement dit, qu'il y a eu un moment, au moment de la syncope, un bas débit d'origine cardiaque qui lui-même a été responsable d'un bas débit cérébral qui a donné la syncope. Et donc chez ces patients, la syncope, c'est une alerte sur cette atteinte cardiaque avec un risque de mortalité qui est franchement augmenté par rapport à la population générale. On peut classer globalement les étiologies des syncopes en trois grandes catégories. Les syncopes réflexes, les syncopes par hypotension orthostatique, ainsi que les syncopes d'origine cardiaque ou cardiovasculaire, qui sont les syncopes qui vont le plus nous intéresser dans le cadre de ce topo. Alors, on va quand même parler en un mot des autres étiologies principales des syncopes, en commençant par les syncopes réflexes. Alors, ces syncopes réflexes, on les appelle également des syncopes neuromédiées, parce qu'elles impliquent essentiellement et principalement le système nerveux autonome avec une activation qui est trop importante du système vagal en réponse à un stimulus donné dont vous avez la liste ici des différents stimuli qui existent, notamment une station debout prolongée, une douleur, une émotion trop importante. Donc la forme la plus connue et la plus typique de ces syncopes réflexes, c'est la syncope vasovagale, avec souvent une présentation qui est extrêmement typique, avec un stimulus, encore une fois, une douleur, une émotion, etc., des prodromes, avant la syncope, donc des nausées, une pâleur, etc. Puis la perte de connaissance survient et la reprise de conscience, elle est un peu molle, un peu ralentie, avec au décours des patients qui disent qu'ils sont un petit peu vaseux. Un mot également sur l'hypotension orthostatique qui se définit par une mauvaise adaptation de la pression artérielle lors du passage d'une position de décubitus ou assise vers la position allongée, ce qui mène à une hypotension cérébrale, une hypoperfusion cérébrale, pardon, et donc à la syncope. Cette hypotension orthostatique, elle peut survenir de manière isolée, chez les personnes âgées notamment, mais elle peut être également secondaire à des causes médicamenteuses, donc notamment et typiquement les traitements antihypertenseurs, ou chez les patients atteints de maladies du système nerveux autonome, encore une fois, ce qu'on appelle une dysautonomie. Et cette dysautonomie, elle se voit notamment chez les patients diabétiques ou chez des patients atteints de maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson. Donc, le diagnostic d'hypotension orthostatique, il se fait simplement en mesurant la pression artérielle en position allongée, après un repos d'au moins 5 à 10 minutes, puis en la mesurant 1, 2 et 3 minutes après le lever.
Et l'hypotension orthostatique, elle se définit par une baisse de la pression artérielle systolique d'au moins 20 mm de mercure et diastolique d'au moins 10 mm de mercure par rapport à la valeur de base. Et les recommandations européennes de 2021 considèrent également qu'une pression artérielle systolique au lever de moins de 90 mm de mercure comme de l'hypotension orthostatique, quelle que soit la valeur de base. La mesure de la fréquence cardiaque, qui se fait en même temps pendant ce test d'hypotension orthostatique, elle permet d'avoir justement une idée sur une éventuelle dysautonomie, puisqu'en effet, de manière physiologique, le lever, et a fortiori la baisse de la pression artérielle, devrait faire monter la fréquence cardiaque. Or, en cas de dysautonomie, cette adaptation de la fréquence cardiaque, elle est absente. Et enfin, l'étiologie la plus grave et qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la syncope d'origine cardiaque. Cette syncope, elle peut être due à une bradycardie sévère, soit par dysfonction sinusale comme vous le voyez ici sur ce tracé. Au début, on a des ondes P, des QRS, des ondes P, des QRS, puis d'un coup, plus d'ondes P et plus de QRS qui doivent suivre, soit par du BAV, comme vous voyez ici. Donc au départ, on a une onde P, un QRS, et ensuite on a des ondes P qui ne sont plus suivies, donc c'est du BAV de haut grade sévère ici. Mais une syncope peut être également secondaire à une tachycardie importante avec une contraction myocardique qui n'est pas suffisamment efficace pour maintenir un débit cérébral. Alors, c'est souvent le cas pour les arythmies ventriculaires, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est une torsade de pointe avec un ventricule qui est extrêmement rapide, mais une contraction qui n'est pas efficace. Et ça peut survenir également pour des arythmies supraventriculaires de manière plus rare, souvent pour les arythmies supraventriculaires très rapides, comme cette ECG de fibrillation atriale extrêmement rapide que j'emprunte au docteur Taboulé. Les causes de syncope cardiaque ne sont pas simplement rythmiques, mais peuvent être également valvulaires ou coronariennes, et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail sur ce topo. Alors, dans la prise en charge initiale d'un patient qui vient pour perte de connaissance transitoire, la première chose à faire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est déjà de s'assurer qu'il s'agit bien d'une syncope, et ensuite, le minimum pour pouvoir avancer, et c'est extrêmement important, c'est un interrogatoire et un examen physique qui soit bien fait et qui soit complet, un ECG et une prise de tension debout et assis. L'interrogatoire et l'examen clinique, dans le cadre d'une syncope, ils sont primordiaux. Ils peuvent vous orienter fortement, voire même vous donner le diagnostic, typiquement dans le cadre d'une syncope vagale, où ça survient de manière typique dans un contexte de facteurs déclenchants, ou alors d'une station debout prolongée, qui s'associerait à des nausées ou à des vomissements, ou alors si un patient il vient vous voir pour une syncope en vous racontant que cette syncope elle est survenue immédiatement après le passage d'une position allongée à une position debout, ça vous évoque très fortement une syncope liée à une hypotension orthostatique. Alors, une fois qu'on a fait cette première évaluation, soit on a un diagnostic certain, typiquement chez le patient jeune qui a fait une syncope vagale certaine, ou alors si sur le CG on a un trouble du rythme sévère, ou alors un BAV complet, ou une dysfonction sinusale, mais malheureusement, la plupart du temps, le diagnostic il est incertain. Et donc la suite de l'évaluation, elle va dépendre de la stratification du risque de la syncope et du caractère répétitif ou pas de celle-ci. La problématique principale, et c'est tout le sujet de ce topo, c'est qu'un ECG qui ne montre pas par exemple une tachycardie ventriculaire ou un BAV complet après une syncope ne veut pas dire que le patient n'en a pas fait pendant la syncope en elle-même. Donc pour éliminer formellement une cause rythmique ou conductive à une syncope, il faudrait avoir un ECG au moment même de l'épisode, autant dire que c'est quasiment impossible. Et donc l'objectif au départ, c'est de trouver des signes indirects, qui soient cliniques ou qui soient à l'ECG, qui orienterait vers une cause cardiologique à la syncope et qui donc correspondrait à une syncope à risque élevé. Ces signes indirects, ils sont soit cliniques, chez des patients qui présenteraient une cardiopathie structurelle, chez des patients qui ont eu une syncope précédée de palpitations en engorge, chez des patients qui ont une histoire familiale de mort subite, ou alors soit des signes ECG qui sont listés ici. Et en pratique, pour faire simple, un patient qui présente une syncope avec un ECG qui est anormal, c'est suspect. C'est suspect d'une syncope qui serait d'origine cardiaque. Et ces patients, ils doivent être gardés hospitalisés pour poursuivre le bilan, plus ou moins les traiter. Alors, le bilan hospitalier, il se poursuit par différents examens qui dépendent très franchement de la présentation, des facteurs de risque, avec notamment l'échographie cardiaque transthoracique qui est quasiment systématique, l'exploration électrophysiologique pour des patients qui ont des troubles conductifs à l'ECG, le tilt test pour les patients chez qui on a une haute suspicion de syncope réflexe. Mais malgré tout, malgré l'ensemble de ces examens et de ces explorations, jusqu'à environ 1 cas sur 4,
on ne retrouve pas de cause à ces syncopes. Or, comme on l'a répété à plusieurs reprises maintenant, un des défis des syncopes est de ne pas passer à côté d'un événement rythmique ou conductif qui serait transitoire puisque non retrouvé sur le CG initial. Or, chez ces patients, et surtout ceux à haut risque de troubles cardiaques et ceux qui ont des syncopes répétées, l'objectif c'est donc d'essayer de réaliser une surveillance continue de l'ECG qui serait plus ou moins prolongée, alors pour d'une part effectivement essayer de retrouver un trouble conductif ou rythmique paroxystique, mais aussi de pouvoir éliminer une cause cardiaque si on a une syncope qui se répète avec un enregistrement qui serait normal à l'ECG. Donc la manière la plus simple et la plus courte de le faire, c'est tout simplement de scoper ou de télémétrer les patients pendant leur hospitalisation, ce qui fait partout en cardiologie chez les patients qui sont hospitalisés pour syncope. Si les patients, après cette surveillance hospitalière et notamment par une télémétrie, on ne retrouve pas d'éléments particuliers, donc on reste dans le cadre d'une syncope inexpliquée. Malgré tout, il reste différentes manières de réaliser une surveillance ECG continue. La plus accessible, c'est très probablement le Holter ECG, que vous connaissez tous, hein, qui se présente sous la forme de patchs d'ECG qui permettent d'enregistrer une ou plusieurs dérivations ECG, elles-mêmes reliées à un dispositif avec une carte mémoire dedans qui permet ensuite, une fois que le Holter est déposé par le patient, d'interpréter ce qui s'est passé pendant le temps de la pause. L'avantage de ce système, l'avantage principal, c'est d'une part sa simplicité. Hein. Vous comprenez bien que technologiquement, ce n'est pas extrêmement compliqué. C'est un système qui est peu cher et c'est un système qui n'est pas invasif puisque le patient, il a juste à porter cet appareil pendant une durée donnée. On n'intervient pas directement dessus. La problématique, par contre, principale de cet Holter ECG classique, c'est que le temps d'enregistrement, il est limité. La plupart des Holter ECG, c'est des Holter ECG de 24 heures. On peut pousser jusqu'à 72 heures, mais par contre, vous comprenez bien que si le patient ne fait pas d'événement pendant le temps de pause qui peut aller jusqu'à 72 heures au maximum, on a très peu de chances d'avoir des événements sur le Holter. Et donc, cet Holter ECG, il peut trouver sa place essentiellement chez les patients qui font des syncopes très très fréquentes, à minima pluri-hebdomadaires. Du fait de cette problématique de durée d'enregistrement qui est courte, il a été également développé plusieurs autres systèmes et de dispositifs d'enregistrement externe. Alors sous différents formats, il y a ce format-là, il y a eu des gilets avec des patchs ECG, mais le plus connu en France, c'est très probablement le Spider Flash qui a été développé par la société Sorin et dont le fonctionnement est pour le coup très proche de celui de Holter ECG, mais qui lui permet le recueil de données pendant 30 jours. Alors cette durée plus prolongée, vous vous en doutez, elle permet d'améliorer la performance diagnostique dans le cadre d'une syncope inexpliquée avec un diagnostic qui a été retrouvé dans environ 24% des cas dans un registre récent, surtout si ce dispositif il est prescrit très rapidement après l'épisode. Mais malgré tout, et vous comprenez bien, cette durée de surveillance, elle reste relativement courte et chez des patients qui, par exemple, font 2 syncopes séparées d'un an, la probabilité que vous puissiez obtenir un diagnostic sur les 3 semaines ou sur le mois et porte ce dispositif, elle reste très faible. C'est pour ça qu'il y a quelques années, ont été développés, cette fois-ci, des dispositifs d'enregistrement qui ne sont pas externes, mais qui sont internes, implantables par voie sous-cutanée de manière, cette fois-ci, invasive. Donc je vous présente ici les 3 principaux dispositifs sur le marché, avec le plus ancien, le Reveal de la société Medtronic. Ici, le Confirm de la société Abbott et enfin le Biomonitor de la société Biotronic. Alors, parmi leurs avantages, et un de leurs avantages majeurs, c'est leur longévité, puisque ces dispositifs, ils ont tous des batteries qui leur permettent d'enregistrer des événements pendant une durée d'au moins 3 ans. Alors, comment ça marche Donc, j'ai emprunté à Medtronic la vidéo d'implantation d'un dispositif d'enregistrement, donc le Reveal en l'occurrence. Donc, vous voyez, en termes de positionnement, le meilleur endroit pour implanter ces dispositifs, c'est à peu près le 4e espace intercostal, à peu près 2 cm du sternum. Si on avance un petit peu dans la vidéo, on voit qu'on peut le mettre aussi en position verticale, même si c'est un petit peu moins bien. Donc,
Ces implantations-là, elles doivent se faire dans des conditions d'asepsie, hein, évidemment. Alors ça peut être un bloc opératoire ou ça peut être une salle où on peut faire ça de manière propre. Et pour les patients, au niveau de la zone euh, d'incision, il faut faire une anesthésie locale et ensuite, dans la boîte de chacun des dispositifs, vous avez une sorte d'outil qui permet de faire une minime incision, hein, de à peine 1 ou 2 centimètres juste sous la peau, là où on a fait l'anesthésie locale, comme c'est montré ici donc pour le reveal. Et ensuite, à travers cette petite incision, vous allez avoir avec chacune des marques un outil dans lequel vous voyez il y a déjà le dispositif qui est rentré dedans, et cet outil il va vous permettre de rentrer dans cette petite incision que vous avez créée et qui sera juste sous-cutanée, hein, sous la peau. La suite ensuite va dépendre un petit peu de chacune des marques. Pour Medtronic et le Reveal, il faut faire une rotation complète euh, de l'outil, comme c'est montré ici. Bon, peu importe. Et ensuite, il y a une sorte de piston qui va permettre de pousser le dispositif, le reveal, juste sous la peau, comme on va vous montrer juste là. Donc le piston est inséré et il va pousser le reveal juste sous la peau, et donc vous aurez votre dispositif qui est implanté. Ensuite, vous aurez juste à retirer ce dispositif là et faire un point de suture. Donc c'est une implantation qui est extrêmement simple, qui se fait de manière ambulatoire et qui ne dure pas très longtemps, comme vous pouvez le voir ici. Cela permet d'avoir donc un tracé équivalent à une électrode ECG, dont la qualité dépend notamment de la position de l'implantation, avec ici. Donc ici j'ai pris un cas quasiment idéal d'un biomonitor cette fois-ci, donc le dispositif de chez Biotronic, où on voit parfaitement les ampères, les QRS chez ce patient. Et pour l'enregistrement des événements, chacun de ces appareils, hein, de chacune des marques, il a des algorithmes pour reconnaître les bradycardies, les pauses ou les tachycardies et les garder en mémoire. Parce que, évidemment, il n'est pas question de garder en mémoire 3 ans de tracé, ce qui d'une part saturera complètement les mémoires de l'appareil, et d'autre part serait complètement impossible à analyser par les médecins, d'où ces algorithmes pour reconnaître les troubles conductifs ou les troubles du rythme. Mais par ailleurs, l'ensemble de ces dispositifs s'accompagne également d'outils qui permettent aux patients de forcer l'enregistrement de tracés en cas de symptômes. Donc, dans le cas de la syncope, par exemple, les patients qui activent leur système, donc généralement c'est via une sorte de télécommande. Donc, quand les patients ils activent leur système après la syncope, ça fait garder en mémoire environ 1 minute d'enregistrement juste avant, pendant et après l'appui sur la télécommande, qui permet d'avoir un tracé pendant la syncope, ce qui, comme on l'a déjà dit, nous intéresse énormément. L'autre avantage majeur de ces dispositifs, c'est qu'ils s'accompagnent tous de dispositifs de télésurveillance. Alors, comment ça marche? Donc, pour faire simple, les patients y rentrent au domicile avec un télétransmetteur, avec d'ailleurs pour certains constructeurs, ce n'est pas un télétransmetteur, mais c'est uniquement une application sur leur smartphone, sur les smartphones des patients. Mais bref, dans tous les cas, ce télétransmetteur il est branché à côté du lit du patient et il permet que toutes les nuits, les données du dispositif soient directement transmises à ce télétransmetteur, et via le télétransmetteur, ces données, elles sont transmises au site du constructeur auquel les médecins ont accès directement. Et donc via la télécardiologie, on peut donc avoir accès au jour le jour à d'éventuels troubles conductifs sans avoir à attendre de revoir le patient en consultation, et encore moins à avoir besoin de retirer le dispositif pour l'analyser. Des exemples ici de tracés de dispositifs d'enregistrement qui ont été implantés pour syncope, avec ici par exemple un bloc sinusal complet. Vous voyez, on ne voit plus d'Ampé, plus de QRS, avec une longue pause syncopale qui a nécessité l'implantation d'un stimulateur cardiaque et qui a permis justement d'implanter un stimulateur cardiaque à ce patient qui avait déjà syncopé précédemment. Ici un autre exemple. Donc ici pareil, hein, c'était un dispositif qui a été implanté pour une syncope. Alors ici on a un petit peu de mal à voir les ampées, mais croyez-moi sur parole, il y en a ici, 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 ici. Bref, il s'agit ici d'un exemple d'un BAV complet paroxystique.
Et encore une fois, ça a permis d'implanter un simulateur cardiaque à ce patient. Donc, en pratique, quand est-ce qu'il faut implanter un dispositif d'enregistrement d'événements? Donc, les indications dans les dernières recommandations européennes, elles sont de trois types. La première indication, qui est cette indication-là, c'est chez les patients qui ont présenté une syncope à haut risque d'origine cardiaque, pour lesquels on a fait un bilan très complet, et malgré tout, on ne retrouve pas d'étiologie, et chez ces patients-là, chez qui, par ailleurs, il n'y a pas d'autre indication à implanter un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur. Donc, par exemple, c'était le cas des deux patients que je vous ai montré tout à l'heure, des deux tracés de dispositifs d'enregistrement juste avant. C'était des patients qui avaient des cardiopathies, quand ils présentaient une syncope typique, pour lesquels on a fait un bilan très exhaustif, avec notamment une exploration électrophysiologique qui était normale dans les deux cas, et pour lesquels la suspicion de troubles conductifs paroxystiques était suffisamment forte pour justifier de l'implantation d'un dispositif qui a fini par donner la réponse. Et en rapport avec ça, il y a eu des études chez des patients notamment qui avaient des blocs bifasciculaires à l'électrocardiogramme, qui avaient une exploration électrophysiologique normale. Et bien, chez ces patients-là, il y a eu des dispositifs d'enregistrement qui ont été implantés. Et finalement, des troubles conductifs ont été retrouvés chez environ 41% d'entre eux, donc loin d'être anodin. Deuxième indication de classe 1, c'est celle-ci. Donc ça, donc recommandation de classe 1, juste pour rappel, c'est la recommandation la plus forte qui existe. Les recommandations vont de 1 à 3. 1, c'est il faut faire. Et donc, pour revenir à cette recommandation-là, donc ça, c'est des patients qui ont fait des syncopes, pas forcément au risque, mais par contre qui ont fait des syncopes à répétition. Donc, des syncopes à répétition qu'on n'explique pas, pour lesquels les dispositifs non implantables souffrent d'une longévité non suffisante. Donc, typiquement, des patients qui font des syncopes tous les 3 mois, tous les 6 mois, où vous vous doutez bien qu'un holter ECG de même 72 heures ou même un spider flash de 1 mois ne suffira pas à avoir une syncope pendant le port du dispositif externe. Et donc, si chez ces patients il y a des syncopes qui se répètent plus fréquemment qu'une fois tous les 3 ans, bah, ce dispositif, vous, vous doutez bien, trouve toute sa place pour permettre d'obtenir un enregistrement sur une éventuelle récidive de syncope. La dernière indication, qui est une indication de classe 2A, donc où ces dispositifs, on ne doit pas forcément les mettre, mais ils peuvent s'envisager, c'est chez les patients qui présentent des syncopes réflexes qui seraient particulièrement fréquentes ou avec des conséquences sévères. Alors, les syncopes réflexes, on en a parlé tout à l'heure, c'est habituellement des syncopes qui sont bénignes, mais un certain nombre d'entre elles, en fait, elles sont d'origine cardio-inhibitrice, donc à savoir secondaire à une bradycardie très sévère, voire à une asystolie. Et chez ces patients, donc les patients qui ont des syncopes cardio-inhibitrices très fréquentes ou avec des conséquences sévères, si on met en évidence sur un dispositif d'enregistrement une bradycardie ou une asystolie, bah en fait, l'implantation d'un stimulateur cardiaque réduit de manière très significative la survenue de ces syncopes, d'où l'intérêt de rechercher éventuellement cette bradycardie ou cette asystolie via un dispositif d'enregistrement. La logique est la même pour les accidents vasculaires cérébraux, dont je ne suis pas un expert, mais dont on va parler un tout petit peu aujourd'hui, et pour lesquels l'implantation de dispositifs d'enregistrement fait aussi partie prenante de la prise en charge étiologique. Donc l'AVC, par définition, c'est un déficit neurologique de survenue brutale, donc le déficit neurologique qui peut être moteur, sensitif, visuel, etc. Et ce déficit, il est secondaire soit à une hémorragie cérébrale, et on parle d'AVC hémorragique, soit, et c'est le plus fréquent, dû à une ischémie du cerveau, elle-même due à une diminution ou à l'arrêt de la circulation sanguine dans une des artères cérébrales. Et donc à ce moment-là, on parle d'AVC ischémique. Donc on ne traitera pas dans ce topo du traitement de l'AVC, mais surtout du bilan étiologique qui est essentiel, puisque le risque de récidive d'AVC est très important et qu'environ un AVC sur 4 est une récidive d'AVC en fait. Donc, comme on vient de le dire, les deux grandes causes d'AVC sont d'une part les AVC hémorragiques, dont environ un cinquième des cas, et les AVC ischémiques, qui sont ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, les trois causes les plus fréquentes sont d'une part l'athérosclérose, d'autre part les lacunes, et enfin les embolies cardiaques. Les lacunes, ça correspond à des maladies des petites artères cérébrales
qui sont essentiellement dues à l'hypertension artérielle, avec une présentation très particulière à l'imagerie. Euh, et donc pour ça, on ne va pas forcément beaucoup en parler aujourd'hui. Concernant l'athérosclérose, donc ici je vous montre juste une image pour répondre un petit peu, revoir un petit peu les différentes étiologies des AVC, les hémorragies cérébrales, les AVC ischémiques, soit par embole, soit par athérosclérose. Et donc, quand on parlait d'athérosclérose, le tableau le plus fréquent, c'est justement une sténose carotidienne, donc juste ici, avec une rupture de plaque, ce qui donne un infarctus cérébral sur un mécanisme qui en fait est très proche dans l'idée de ce qu'on peut voir dans l'infarctus du myocarde. Et enfin, l'autre mécanisme principal, c'est ce que je vous ai montré ici, c'est le mécanisme cardio-embolique, donc à savoir un caillot sanguin qui migre du cœur pour aller occlure une artère, une artériole cérébrale et donner un accident vasculaire cérébral. Ce mécanisme embolique, il est très fortement suspecté quand on a un AVC, quand on a des AVC dans plusieurs territoires cérébraux différents, ce qui voudrait dire en fait des emboles différents. Vous comprenez bien que si on a ici une sténose carotidienne, l'AVC il va survenir dans le territoire de cette carotide-là et qu'il n'y a pas de raison qu'une sténose carotidienne ici donne plusieurs AVC à des territoires différents, autrement que s'il y avait des emboles. Et donc, parmi les causes d'embolie cardiaque, dont on vient de parler, la plus fréquente et de très loin, c'est la fibrillation atriale, quelle qu'elle soit sa forme, qu'elle soit paroxystique, persistante ou permanente. Et donc c'est ce qui va nous intéresser sur le topo d'aujourd'hui. Et l'autre chose à voir sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que de manière très intéressante, environ un quart des AVC ischémiques restent sans cause connue. Donc on ne retrouve pas de cause de ces AVC. Et ces AVC pour lesquels on ne retrouve pas de cause, on les appelle les AVC cryptogéniques. Le bilan initial étiologique d'un AVC dépend évidemment de son type, ischémico-hémorragique, et de l'orientation diagnostique. En pratique, tous les patients, ils ont une imagerie cérébrale, essentiellement des IRM cérébrales, ainsi qu'une imagerie des trans supra-aortiques, avec notamment des Dopplers à la recherche de sténose carotidienne. L'échographie cardiaque transthoracique et la surveillance scopique à la recherche d'une arythmie sont également systématiques. Et si, à l'issue de ces examens, le diagnostic étiologique il n'est pas fait, le reste des examens il va dépendre un petit peu du type d'AVC. Dans le cadre des AVC qu'on suspecte d'origine embolique, le bilan il est souvent complété par une UTO et ou des tests aux bulles à la recherche d'un foramen ovale perméable. Mais malgré tous ces examens, il y a environ, comme on vient de le voir, 25 à 40% des AVC qui restent d'étiologie indéterminée, ou autrement dit, ce qu'on a dit, des AVC cryptogéniques. Or, mettre en évidence un diagnostic, et notamment celui de fibrillation atriale, il est primordial puisque ça change la thérapeutique, puisqu'évidemment, ces patients, habituellement, quand on ne retrouve pas de cause, ils sont habituellement traités par antiagrégants seuls, alors que si on met en évidence une fibrillation atriale, il y a une indication, un traitement anticoagulant. Donc, et vous comprenez bien qu'un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral suite à de la fibrillation atriale, qu'on ne traite pas par anticoagulant, il a tous les risques de récidiver un accident vasculaire cérébral. Donc de la même manière qu'il fallait traquer absolument les troubles conductifs pour la syncope, l'idée chez ces patients, c'est de traquer absolument la fibrillation atriale. Première manière de traquer cette fibrillation atriale, les holters longue durée, comme le Spider Flash dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pas mal de travaux ont étudié l'efficacité de ces dispositifs, dont une de 2017, que je vous présente ici, avec des patients qui avaient présenté un AVC ischémique cryptogénique, qui ont été tirés au sort, soit pour avoir une surveillance dite standard, donc à savoir une télémétrie de 24 heures ou un holter de 24 heures, soit, et ça c'est le groupe bleu, soit l'autre groupe, le groupe rouge, lui a une surveillance par des holters de 10 jours. Donc ils ont eu un holter de 10 jours à la sortie, un holter de 10 jours à 3 mois et un holter de 10 jours à 6 mois. Et de manière assez intuitive, on comprend que quand on cherche de manière plus intensive une fibrillation, on en trouve plus. Et ça, c'est ce qui a été montré dans ce travail, avec de manière très significative, comme vous le voyez ici sur ces graphiques, beaucoup plus de fibrillation atriale qui ont été détectées dans le groupe avec des holters de 10 jours répétés que dans le groupe avec un seul holter ECG de 24 heures. Et donc, à 6 mois,
une FA ou un flotteur ont été retrouvés chez 14% du groupe rouge versus uniquement 5% du groupe bleu, ce qui fait une efficacité 9 fois supérieure. Et donc dans ce travail, pour 11 patients chez qui on met en place cette stratégie de Holter de 10 jours, il y en a un chez qui on découvre une FA, et donc ça fait un rapport entre le coût de la recherche et le bénéfice de ce qu'on gagne en termes de rentabilité sur la FA qui est retrouvée, donc une rentabilité qui est très importante de cette stratégie. Alors très vite, évidemment, s'est posé la question de l'intérêt, qui semble évident, des dispositifs d'enregistrement implantable chez ces patients pour la détection de la FA. Mais encore fallait-il le prouver. Donc ici, un très beau tracé issu de la télécardiologie d'un Reveal, en l'occurrence, avec ici au départ on voit un rythme sinusal avec des ondes P, des ondes P, des QRS, ici une extrasystole atriale, et on voit pendant l'enregistrement un passage en fibrillation atriale à ce niveau-là, qui a été d'ailleurs bien détecté par ce dispositif d'enregistrement. Et l'intérêt semble d'autant plus important, et c'est le cas dans cet exemple que je vous montre, que comme on l'a dit tout à l'heure, avec la télésurveillance, on peut rapidement diagnostiquer les passages en arythmie et donc rapidement initier un traitement anticoagulant chez ces patients. Donc l'efficacité de ces dispositifs pour la détection de l'AFA, elle a été mise en évidence sur beaucoup de travaux. Ici, je vous en présente un qui a été publié dans le JAMA, qui est un des très grands journaux de médecine, chez des patients qui, dans ce travail-là, n'ont pas fait d'AVC ni de FA au préalable, mais qui étaient à haut risque de faire des AVC, qui étaient à haut risque de faire de la FA, et donc ils étaient considérés à haut risque de faire des AVC suite à un score de Chadvas qui était élevé. Et donc, chez ces patients, on détectait de la fibrillation atriale qui durait plus que 6 minutes chez environ 30% d'entre eux à 18 mois, donc à peu près un patient sur 3, ce qui est énorme. Je vous rappelle que ces patients-là, avant, quand les rend dans l'étude, ils n'avaient pas de FA. Et chez un tiers d'entre eux, à 1 an et demi, on a retrouvé de la FA. Mais l'étude principale sur le sujet, puisque les patients d'avant, je vous ai dit, ils n'avaient pas fait d'AVC, donc c'était pas trop le sujet, mais le sujet principal, c'est cette grande étude qui s'appelle Crystal AF, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, donc le plus grand journal médical, et qui s'est intéressé justement à des patients qui avaient fait un AVC ischémique cryptogénique, donc sans cause, et chez qui, comme tout à l'heure, on a fait deux stratégies. Une stratégie standard avec une télémétrie hospitalière plus des ECG en consultation, ou alors chez qui on a fait une stratégie d'implantation d'un dispositif d'enregistrement, et on a comparé chez les deux chez qui on retrouvait de la fibrillation ou pas. Et donc à 12 mois, on a une différence qui est majeure, qui est très significative. Donc le groupe d'ECG standard, c'est celui-là, chez lesquels vous voyez le taux de fibrillation atriale retrouvé à 12 mois était très faible, versus le groupe chez qui on implantait des dispositifs d'enregistrement, chez qui on voit qu'il y a une grande différence par rapport au groupe bleu. Et donc, à 12 mois, on a retrouvé 12,4% de fibrillation atriale chez les patients implantés et uniquement 2% dans le groupe standard, ce qui fait une différence très significative. Donc en pratique, chez les patients avec des AVC cryptogéniques, a fortiori quand on a une forte suspicion de mécanisme cardio-embolique, quand il y a des AVC de différents territoires des deux côtés, il faut absolument, absolument rechercher l'arythmie de manière prolongée pour potentiellement anticoaguler ces patients et éviter les récidives. Donc habituellement, la stratégie chez ces patients, c'est de se dire, on commence par proposer un Holter-ECG prolongé, idéalement de 3 semaines. Donc non, alors évidemment, on commence par les scoper et les télémétrer en unité de soins intensifs neurovasculaires. Si on ne retrouve pas de FA, ensuite on propose un Holter-ECG prolongé, parce que comme on l'a vu sur le travail de diapo avant, ces dispositifs d'enregistrement prolongé, ils gardent des performances diagnostiques qui sont très acceptables, et surtout il s'agit d'un acte non invasif. Donc si via juste un Holter de 3 semaines on arrive à trouver de la fibrillation atriale, c'est tant mieux, ça permettra d'éviter d'implanter un dispositif. Mais si au bout de ces Holters de 3 semaines, on ne retrouve pas d'arythmie, chez ces patients-là, on continue par l'implantation de ces dispositifs qui vont permettre une surveillance qui est beaucoup plus prolongée. On arrive ainsi au bout de ce topo. Donc, comme on l'a vu, les syncopes et les AVC,
C'est des événements graves pour lesquels, malgré un bilan qui est souvent assez important, on se retrouve dans à peu près un quart des situations sans diagnostic étiologique, ce qu'on appelle une syncope inexpliquée et un AVC cryptogénique. C'est d'autant plus problématique qu'en l'absence de diagnostic étiologique, il ne peut y avoir de thérapeutique adaptée et on s'expose à un risque de récidive, voire à un événement encore plus sévère que le premier. Donc on a rapidement mis en évidence euh, qu'un certain nombre de diagnostics étaient ratés à cause du caractère justement paroxystique des troubles conductifs ou rythmiques et que donc un ECG à un moment donné qui ne montre pas de troubles conductifs ou rythmiques ne veut pas dire que si on maintenait un ECG de manière plus prolongée, on ne retrouverait pas ces anomalies. Donc au travers de nombreuses études, que ce soit pour l'AVC ou pour la syncope, il a été montré que plus on prolongeait la surveillance ECG, plus on se laissait la chance de pouvoir distinguer une étiologie avec une place de plus en plus importante des dispositifs implantables. Juste un dernier mot pour finir. Donc avec la démocratisation de ces dispositifs implantables, on détecte de plus en plus d'arythmies, notamment de plus en plus de fibrillation atriale. Alors pour des patients avec un AVC cryptogénique, c'est très bien, c'est l'objectif, et ça permet d'instaurer un traitement anticoagulant. Par contre, dans une population générale, l'intérêt d'anticoaguler toutes ces arythmies, il n'est pas évident. Et certaines études, elles ont montré qu'anticoaguler toutes les fibrillations atriales, et notamment celles de courte durée, ne diminuait pas forcément les risques d'AVC, et en plus, elles exposaient au risque des anticoagulants. Tout ça pour dire, c'est que le message principal, c'est que l'implantation de ces dispositifs, elle doit répondre à une indication claire pour qu'un éventuel trouble conductif ou du rythme soit interprété en fonction de cette indication. Ainsi, j'aurai fini avec ce topo. Merci de votre intérêt.